Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce dialogue entre les 3 cours de droits de l'homme du monde. Je m'appelle Monica Pinto. Je suis professeure à la faculté de droit de l'Université de Buenos Aires et c'est un grand privilège et un plaisir d'être la modératrice de ce dialogue. Comme vous le verrez, nous avons ici les présidents et les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les présidents et les juges des 3 cours aborderont l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur les droits de l'homme. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à la présidente de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Madame la juge Elizabeth Odio Benito, costaricaine. Allez-y. Merci beaucoup, Madame la modératrice, Docteur Monica Pinto, par ailleurs, chère amie depuis toujours. Bonjour à tous les juges qui sont avec nous ce matin et aux présidents des tribunaux. Je me trouve ici avec le vice-président de la Cour interaméricaine, le Dr Patricio Pazmiño, afin d'établir un dialogue avec vous, et ce, pour la première fois dans un contexte virtuel. J'espère d'ailleurs que ce sera aussi la dernière fois. Là, les cours des droits de l'homme d'Amérique latine, d'Afrique et d'Europe sont présentes, je pense, afin de témoigner directement de notre préoccupation et de notre engagement en faveur des droits de l'homme de tous dans le monde, à la suite de cette pandémie qui nous affecte. Nous savons tous parfaitement que la catastrophe qu'a été la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, la tragédie nucléaire, tous ces événements ont fait naître l'espoir dans notre communauté internationale. Ont fait naître aussi les droits de l'homme et la Convention contre le génocide. Nous avons alors cru, et nous croyons toujours, que la justice et la paix s'instaurent grâce au respect de l'égalité de la dignité, de l'égalité des droits et à la non-discrimination entre les personnes. C'est pourquoi, sur nos continents, ils se sont, et nous sommes, attelés à cette tâche, celle d'adopter des instruments qui ont trait à ces principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est de cette façon que sont nées, il y a 40 ans déjà, la Cour latine, la Cour ibéro-américaine et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est aussi ainsi que la Cour et le Tribunal européen ont vu le jour. De même, notre sœur en Afrique, la Cour africaine des droits de l'homme pour les droits de tous les peuples. Nous avons travaillé au cours de ces années. Nous avons apporté des points de vue et énoncé des jugements très importants afin de renforcer tout ce qui concerne l'égalité de la dignité des êtres humains sur nos continents. Aujourd'hui, malheureusement, nous souffrons d'une pandémie qui a détruit des vies, qui a aussi détruit le tissu social et qui a en quelque sorte détruit radicalement tout ce qui est en relation avec le respect des droits de l'homme, de la dignité des personnes, de l'égalité à la non-discrimination. Cette pandémie qui nous frappe a très vite fait prendre conscience à nos tribunaux de ce qui nous arrive et de ce qui va nous arriver. Le 9 avril, en particulier, nos cours ibéro-américaines et interaméricaines ont adopté, pour la première fois dans l'histoire, dans ces 40 ans d'existence, une déclaration appelée Covid-19 droits de l'homme, qui exprime notre préoccupation et notre souci du maintien du respect des droits de l'homme dans la lutte contre l'épidémie et la pandémie de la part des gouvernements et leurs politiques. Nous avons clairement indiqué dans cette déclaration qu'aucune politique publique ne peut être adoptée par les gouvernements, qu'il s'agisse d'une urgence nationale ou non, sans un respect scrupuleux de la dignité de tous. C'est là que nous avons manifesté notre inquiétude en ce qui concerne la violence à l'égard des femmes.
Nous savions déjà à ce moment-là que le confinement auquel les familles étaient contraintes allait engendrer des violences contre les femmes et les enfants, et qu'il avait déjà commencé à les engendrer. Notre souci pour les personnes emprisonnées, notre souci pour les migrants, notre souci pour les handicapés et pour les personnes âgées nous ont conduits à examiner en détail tous les droits qui devraient être respectés dans une situation de pandémie. Malheureusement, et nous l'avons également mentionné dans notre déclaration, le respect des droits économiques et sociaux est inscrit dans cette même préoccupation, ainsi que l'inquiétude concernant le changement climatique. Ça revient à dire qu'aujourd'hui, l'humanité tout entière est confrontée à une pandémie qui détruit la vie et l'intégrité personnelle de millions de personnes. L'humanité est confrontée à une situation d'inégalité économique mise en évidence par la pandémie et qui cause également des victimes parmi les travailleurs qui n'ont plus de revenus. Elle tue des femmes qui se trouvent dans l'inégalité la plus absolue. Elle affecte la dignité humaine de millions de personnes. C'est de cela que nous nous occupons. Et comment le faisons-nous, nous, les tribunaux? Nous sommes ici avec les présidents pour dire que nous continuons à croire aux droits de l'homme et aussi qu'ils sont le pilier fondamental pour faire sortir l'humanité de cette tragédie que nous vivons collectivement. Nous savons aussi que c'est grâce à la coopération internationale et au multilatéralisme que nous avons fait naître après la Seconde Guerre mondiale que nous pourrons avancer. L'humanité a souffert depuis l'Antiquité de nombreuses épidémies et pandémies. De ces jours-ci, nous avons rappelé par exemple l'histoire de la grippe espagnole, de la peste noire et des différents types de pandémies apparus après les guerres, comme le choléra, qui a complètement détruit notre société au Costa Rica au XIXe siècle. Mais nous nous en sommes sortis. Et nous savons que nous nous en sommes sortis parce que nous, les êtres humains, savons comment nous en sortir, savons comment dépasser ces crises. Nous, les femmes, qui savons comment faire face aux tragédies, et que mes collègues me pardonnent bien mieux que les hommes, nous avons su aller de l'avant. Lors de mon séjour en ex-Yougoslavie, au tribunal de l'ex-Yougoslavie et à la Cour européenne, à la Cour pénale internationale aussi, j'ai appris des femmes africaines que nous, les femmes, savons nous tenir la main, faire des cercles, comme le dit Isabel Allende, mettre la famille au centre pour protéger, aider, manifester de l'empathie, pour aller de l'avant. C'est l'une des plus grandes contributions de ces presque 2 siècles de lutte contre la violence. La violence contre la femme est plus ancienne, mais le témoignage que nous apportons aujourd'hui, la voix que nous élevons aujourd'hui, nous, les tribunaux, afin de mettre en évidence notre préoccupation, notre engagement, et attirer l'attention des gouvernements, des sociétés, des secteurs publics et privés pour qu'ils comprennent que ce problème concerne réellement tout le monde, cette voix est bien actuelle. À la Cour, nous avons mené des activités académiques avec le soutien d'experts et de juges de tout le continent, afin d'unir nos efforts et nos voix. Et nous voulons continuer à le faire. Nous voulons continuer à attirer l'attention tous les jours. Nous le faisons par nos jugements. Récemment, la Cour a également fait quelque chose d'inhabituel. Des mesures d'urgence ont été prises par la présidence pour protéger la vie et l'intégrité physique des migrants au Panama, car ces mesures sont en train de disparaître. Parfois, les États ne sont pas responsables, mais les ressources ne sont pas non plus disponibles. C'est pourquoi il faut coopérer, utiliser le multilatéralisme, nous faire entendre, et nous devons continuer à le faire. Je compte sur vous tous, président des tribunaux, juge des tribunaux, madame la modératrice. Merci beaucoup, Monica. Madame la Présidente, c'est un plaisir de vous écouter. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au président de la Cour européenne des droits de l'homme, le juge Robert Spano. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, professeur Pinto. Madame la présidente Odio Benito, Monsieur le président Auré, Messieurs les juges des cours africaines et interaméricaines des droits de l'homme, chers collègues, Messieurs les juges Bartsen de Norvège et Seibert d'Allemagne m'accompagnent également. C'est un plaisir de participer à cette réunion virtuelle d'experts sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les droits de l'homme. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement la présidente Elisabeth Odio Benito pour cette invitation, importante et très opportune, à la réunion, aujourd'hui même, des 3 cours régionales des droits de l'homme. Pour commencer, la Cour européenne s'est engagée à renforcer le dialogue entre les 3 tribunaux. Je suis heureux d'ailleurs d'annoncer que nous avons plusieurs projets communs de coopération en cours. Premièrement, nous allons publier aujourd'hui même, sur le site du tribunal, une page spécifique sur la coopération entre les 3 tribunaux, qui comprendra les déclarations de San José et de Kampala, et d'autres informations importantes sur le dialogue judiciaire et institutionnel. Deuxièmement, les secrétariats vont rédiger un rapport annuel commun sur les principaux cas en 2019. Et troisièmement, comme suite au premier forum international sur les droits de l'homme organisé avec succès par la Cour africaine en Ouganda en octobre dernier, notre cour se prépare à accueillir le 2e forum à Strasbourg en mars prochain. Nous espérons d'ailleurs que les conditions sanitaires liées à la pandémie permettront aux délégations de juges des 2 cours de se rendre à Strasbourg à cette date. Si ce n'est pas possible, la réunion se tiendra certainement, comme aujourd'hui, de façon virtuelle. Une des conséquences inattendues de cette crise sanitaire est que nous avons dû tous apprendre à communiquer entre nous de façon différente. Ça s'est produit sur le plan personnel, avec la famille et les amis, et aussi sur le plan professionnel. Je crois que nous sommes de plus en plus à l'aise avec les réunions et les séminaires virtuels, et la participation à ce type d'événement a donc augmenté, ce qui est un résultat positif de la crise. Le thème de notre réunion est l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les droits de l'homme. Je tiens à féliciter la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour sa réponse rapide et sa réaction par le biais de la déclaration du 9 avril dernier, dans laquelle il est clair que les problèmes et les défis rencontrés par les États doivent être abordés sous l'angle des droits de l'homme, dans le respect des obligations internationales. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a également publié un guide adressé au gouvernement sur le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit pendant la crise. Je dois dire que la pandémie a mis en évidence l'importance des droits économiques, sociaux et culturels. Elle nous rappelle la nécessité de la solidarité dans nos communautés, l'importance des systèmes de sécurité sociale et de systèmes de santé solides. Nous nous sommes rendus compte que les nouvelles générations ont besoin d'opportunités d'emploi sûres et stables pour l'avenir. Nous avons également appris à apprécier l'environnement plus propre et dépollué de nos villes pendant le confinement, ce qui est un besoin de plus en plus pressant. La pandémie a évidemment fait pression sur les États pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations incontestables en matière de protection de la santé et de la vie, mais, je le précise, elle risque aussi d'en faire un prétexte pour abuser du pouvoir public et imposer aux populations des mesures qui, si intuitivement elles peuvent être convaincantes dans cette situation sans précédent pour maintenir le bien-être et la vie, quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'elles peuvent aussi être disproportionnées et remettre en cause, voire menacer, les fondements même de la vie démocratique et des sociétés soumises à l'état de droit et à la protection des droits de l'homme. Il y a 6 semaines environ, j'ai parlé de 4 principes généraux et fondamentaux qui sont très importants pour faire face aux défis liés à la Convention en cette époque de pandémie. Premièrement, l'intérêt public est bien sûr très important, mais il ne peut pas être utilisé comme un joker par les autorités nationales dans la lutte contre la pandémie. La Convention exige la proportionnalité, c'est-à-dire établir un équilibre entre l'intérêt public et l'autonomie de l'individu. Les autorités nationales ont la responsabilité de trouver cet équilibre. En bref,
la Convention exige que toutes les autorités nationales et les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires agissent de bonne foi dans le respect du principe de proportionnalité. Deuxièmement, le principe de légalité, qui repose sur le principe primordial de l'état de droit, qui imprègne toute la Convention et qui prend de plus en plus d'importance lors de confinements ou de restrictions de déplacement, entre autres mesures imposées. Le principe de légalité exige que les mesures prises au niveau national soient accessibles et prévisibles. Cela permet d'éviter la mise en place de règles peu claires et trop larges, qui pourraient conduire à une situation arbitraire ou imprévisible en termes d'application. Troisièmement, les règles adoptées au niveau national, comme base des mesures qui restreignent les droits individuels, ne doivent pas donner trop de pouvoir discrétionnaire à l'exécutif. Dans une vraie démocratie, l'exécutif ne peut être le seul arbitre des règles applicables. Le législateur, démocratiquement élu, doit également être réactif et doit être en mesure d'atteindre cet équilibre entre les intérêts requis à cet égard. Quatrièmement, l'adoption de lois d'urgence, de déclarations qui se détournent de la Convention, des garanties de la Convention, doit être directement et strictement adaptée aux exigences de la situation. Et ici, je fais référence au fait que 10 membres ont utilisé une dérogation à la Convention, en accord à l'article 15 des lois d'urgence. Mon collègue abordera dans un instant la question des déclarations d'urgence et des dérogations. Ce qui est clair, c'est que les valeurs des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, protégées par nos 3 tribunaux, sont aussi importantes et valables que jamais, peut-être même plus que jamais auparavant. Mais avant de conclure, je voudrais vous donner quelques informations sur l'évolution du travail du tribunal pendant le confinement, qui a commencé aux environs de la mi-mars et s'est terminé à la mi-mai, ici en France. Il y a 3 éléments d'information que je voudrais vous fournir. Tout d'abord, la Cour plénière continue d'analyser les affaires et les différentes chambres travaillent aussi. Au début, nous étions tous confinés chez nous, comme les autres citoyens, mais nous avons continué à travailler virtuellement, à statuer sur les affaires comme auparavant, malgré le manque d'interaction au niveau personnel. Pour vous donner une idée, entre le 16 mars et le 16 mai, plus de 5400 demandes ont été analysées. Grâce à cette activité, le niveau des affaires en cours est stable. Deuxième point, 86 sentences et 128 décisions, dont une adoptée par la Cour plénière, ont été rendues sous forme électronique. 3819 cas à juge unique ont également été traités entre la mi-mars et le début mai et ont été notifiés après le 10 mai. Conformément à notre plan de continuité des affaires, préalable à la pandémie, la Cour a pu traiter toutes les demandes de mesures urgentes reçues au titre de l'article 39 du règlement de la Cour. Le juge Bartzen parlera de cette disposition plus tard. Nous avons pu mener ça à bien grâce à un règlement spécial, en dépit de l'augmentation de ces demandes et de la situation du Covid-19. L'un des grands défis qui m'attendait en tant que président à partir du 18 mai était de prendre position sur ce qu'il fallait faire avec les cas de la Cour réunis en plénier. Nous aurions pu dire qu'en raison de la pandémie, nous allons reporter ces auditions de la Cour plénière jusqu'à ce que la situation se stabilise. Mais nous n'avons pas fait ça. Il nous semblait que notre obligation était d'aller de l'avant, en rendant justice aussi rapidement que possible. C'est pourquoi nous avons décidé, de manière sans précédent, de tenir 3 audiences de la Cour plénière en juin par visioconférence. Ça impliquait que le gouvernement, les demandeurs et même les tiers concernés doivent se connecter à la salle d'audience par un lien envoyé par notre service informatique en partenariat avec une société de sous-traitance. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. D'un point de vue technologique, l'organisation, oui, nous a demandé pas mal d'efforts, aussi bien pour le président de la Cour que pour mes collègues du service informatique qui ont passé, je vous l'affirme, des nuits blanches. Bon, en définitive, tout s'est extrêmement bien passé, et je dois dire que nous sommes très fiers d'avoir mené à bien ces processus. Car, face à des situations difficiles liées aux droits des étrangers
et à d'autres questions, comme la violence domestique, nous avons pu prononcer des sentences en moins de temps que si nous avions décidé d'interrompre notre travail pendant la pandémie. C'est pourquoi, Madame la professeure et chers juges, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette conférence virtuelle qui nous réunit dans des circonstances aussi difficiles et incertaines. J'espère qu'elle nous inspirera et nous motivera à poursuivre nos travaux. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président Spano. Je vais maintenant donner la parole au président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le juge Sylvain Auré. Madame la modératrice, mes chers collègues, amis et juges des cours sœurs, je vais prononcer mon discours en français, mais mon collègue le juge Anoukam du Nigeria le fera lui en anglais. Les anglophones feront donc leur présentation en anglais, et comme ce serait pour moi une tâche un peu fastidieuse de traduire ma présentation, la modératrice a promis de saisir ou de la résumer. Je vais donc tout simplement poursuivre en français. Je suis également très heureux d'être dans cette visioconférence avec nos collègues, les présidents des cours sœurs, ainsi qu'avec les juges. Sur les droits de l'homme, perspective pour la Cour africaine des droits de l'homme. Je dois avouer que crise et droits de l'homme entretiennent des relations, j'allais dire, dialectiques. C'est sur fond de crise, en effet, que naissent souvent les droits de l'homme, et l'histoire peut nous témoigner de certains faits. C'est par le même effet également que les crises menacent les droits de l'homme établis par le droit positif. Et la crise liée à l'apparition de la Covid-19 confirme donc cette tendance universelle. Les constats faits par le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies sont les mêmes en Afrique. En l'occurrence, l'accès aux soins de santé, les déclarations d'état d'urgence qui sont légion, le logement, la situation des personnes vulnérables, l'accès et la gestion des informations. Mais également le respect de la vie privée, pour ne citer que cela. Même si, à première vue, l'ampleur du Covid-19 peut relever, vu son importance, ses conséquences graves en termes de perte en vie humaine, de la qualification de danger public exceptionnel, le défi juridique qu'il implique relève à la fois de questions de restriction et de dérogation aux droits de l'homme. De nombreuses conventions internationales relatives aux droits de l'homme contiennent des clauses dérogatoires. Par exemple, l'article 4 du Pacte international pour les droits civils et politiques, l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 27 de la Convention également, je crois, interaméricaine. Il n'existe pas de disposition de la charte, dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui institue une possibilité de dérogation. Et donc, c'est au régime des restrictions qu'il faudra se référer pour évaluer les perspectives de la réaction judiciaire devant les conséquences de la COVID-19, en particulier la question de la proportionnalité des mesures étatiques. Donc, concernant donc les restrictions, il faut ajouter que le socle du régime des restrictions de la Charte africaine des droits de l'homme est l'article 27, au terme duquel chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'État et les autres collectivités légalement reconnues et la communauté internationale. Et les droits et libertés reconnus de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui. L'article 27, comme vous le voyez, présente une clause de délimitation générale sans contrôle. Mais c'est la jurisprudence africaine qui a assorti donc cette clause-là des exigences de proportionnalité
On a par exemple dans l'arrêt Tanganyika Law Society, dans l'arrêt Mitikila par exemple, où la jurisprudence a établi certains principes que les restrictions doivent être non seulement nécessaires dans une société démocratique, mais aussi raisonnablement proportionnelles à l'objectif légitime recherché. On a aussi d'autres cas de restrictions qui sont prévus, dont certaines limitations effectivement sont prévues par les tests, par la Cour, tout en reconnaissant aux États une marge d'appréciation soumet les actes de ceux-ci au test de la proportionnalité. Cela s'est illustré par exemple concernant la liberté d'expression, un des droits les plus menacés en ce temps de Covid-19. Par exemple, dans une affaire, l'affaire Loïssa Konaté, la Cour a considéré que la limitation doit répondre à un objectif légitime et que, pour être acceptable, il ne suffit pas qu'une restriction soit prévue par la loi et qu'elle soit libellée de manière précise. Il faut également qu'elle serve un but légitime. Dans l'affaire également Umuhoza contre le Rwanda, la Cour, après avoir rappelé que le droit à la liberté d'expression est l'un des droits les plus fondamentaux protégés par le droit international des droits de l'homme et requiert que les États protègent ce droit des restrictions, qu'elles soient du fait des particuliers ou des agents du gouvernement. Et tout en reconnaissant bien sûr que ce droit n'est pas sans limite. Il restait donc à soumettre toutes ces affaires au test de la proportionnalité. Et donc, à cet égard, la Cour tient compte des contextes particuliers dans lesquels les déclarations incriminées ont été faites. Et sous ce rapport, elle a considéré que la déclaration de culpabilité et la peine prononcée contre la requérante pour avoir fait des déclarations au mémorial du génocide de Kigali et à d'autres occasions n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique et que même si elle venait à admettre qu'il était nécessaire d'imposer des restrictions à de telles déclarations, la peine prononcée contre la requérante n'était pas proportionnelle au but légitime que la déclaration de culpabilité et la peine visent à atteindre. Et à cet égard, la Cour relève que l'État défendeur aurait pu adopter d'autres mesures moins restrictives pour atteindre les mêmes objectifs. Donc, comme vous le voyez, la proportionnalité est donc un critère très important, n'est-ce pas, pour apporter certaines limites en temps de crise et plus particulièrement au temps du Covid-19. Telles pourraient être donc les perspectives de façon générale de traitement judiciaire de cette crise, sans préjudice bien sûr des conflits avec les autres droits de l'homme comme le droit à la santé. Mais comme je vous l'ai dit à l'entame de ma présentation, la juge Anoukam qui fait cette présentation en anglais vous apportera également d'autres détails concernant la réaction de la Cour africaine par rapport à cette crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons maintenant écouter la juge Anja Seiber-Faure et le juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Juge Anja, vous avez la parole. Merci Monica. Tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement la présidente Audio de nous avoir permis de participer à cet échange qui est tout à fait pertinent, comme vous l'avez dit, car nos régions sont toutes confrontées à des défis que nous n'avions pas connus depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est donc extrêmement important, comme vous l'avez aussi souligné, d'améliorer le multilatéralisme et le transrégionalisme pour unir nos efforts en faveur de la protection des droits de l'homme. Le président Spano m'a demandé de parler maintenant un peu de la dérogation, parce que nous avons vu des réactions très diverses en Europe face à la crise et à la façon dont nous gérons cette crise dans l'adoption de mesures qui tendent à restreindre la jouissance des droits de l'homme.
Je vais commencer, si vous me le permettez, par citer un théoricien allemand très connu, Carl Schmitt. J'imagine que vous l'avez tous lu. Il a vécu au XXe siècle et a beaucoup étudié la théorie constitutionnelle. Il a dit ceci: « Le souverain est celui qui décide de l'exception. » Nous jouons maintenant un rôle exceptionnel à partir de la Convention, comme vous le voyez dans son article 15, qui offre la possibilité aux États de déroger certaines clauses de la Convention. Comme l'a mentionné le président Spano, jusqu'à présent, nous avons vu 10 pays déroger à la Convention et en informer le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il y a au total 47 États membres. 10 ont abrogé la Convention et dans tous les cas, ils se sont basés sur des déclarations de l'OMS. Maintenant, il est intéressant de voir que la plupart d'entre eux avaient également dérogé au pacte international sur les droits civils et politiques. En ce qui concerne, par ailleurs, les droits à la vie privée, à la liberté de réunion, à la propriété, à l'éducation, parce qu'il fermait les écoles, et aussi en ce qui concerne le droit à la liberté de déplacement, à la circulation, et à un autre niveau, à un procès équitable. Voilà en bref les thèmes qui ont été abrogés. Mais il existe des différences importantes entre un État et un autre. Certains États n'ont même pas précisé les dispositions de la Convention en ce qui concerne leurs dérogations. Il est intéressant de noter, si on regarde la liste des États qui ont dérogé à la Convention, que ce sont principalement des pays d'Europe centrale et orientale. Je mentionnerai aussi qu'il y a eu une discussion approfondie en Europe au début de mars sur les dérogations et sur la meilleure façon de procéder. 37 pays ont décidé de ne pas déroger à la Convention. L'Espagne, par exemple, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Comme je le disais, même dans les milieux universitaires, il y avait des opinions diverses. Certains disant qu'il était important qu'il y ait une dérogation pour mettre en évidence que les États respectent toujours la Convention, mais qu'ils voulaient s'engager. D'autres pensaient plutôt que cela pouvait être préjudiciable, parce que d'une certaine manière, ça pourrait conduire à une situation où nous acceptons des exceptions et des réserves. Je ne vais pas m'attarder sur cela, mais j'aimerais expliquer pourquoi les réactions ont été si diverses. Bien que, comme nous le voyons, plusieurs pays ont pris des mesures face à la Covid-19 très similaires les uns par rapport aux autres. La plupart des dérogations ont maintenant été retirées. Elles étaient temporaires dans plusieurs États. À l'heure actuelle, il n'y en a plus que 4 où les dérogations sont toujours en vigueur, avec l'excuse qu'elles sont constamment révisées. C'est-à-dire que les États informent régulièrement le Conseil de l'Europe de la nécessité de prolonger davantage l'état d'urgence. Un État est sur le point de mettre fin à sa dérogation, la majorité y ayant mis fin, comme je l'ai dit, à la mi-mai. Ce n'est pas la première fois que la Cour traite la question des dérogations, en particulier dans le cas de l'Irlande du Nord. Le conflit qui s'y est déroulé, alors qu'il s'agissait d'éviter le terrorisme, la menace du terrorisme, et il y a des cas célèbres comme Lawless et autres sur ce sujet, et Flanagan, où la Cour a élaboré une série de critères fondamentaux sur la manière d'interpréter l'article 15, pour nous assurer que nous ne donnions pas carte blanche aux États. Donc ce cas-là est un précédent. La Cour a reconnu que les États ont une certaine flexibilité, mais il existe des contrôles. Il appartient donc essentiellement à la Cour européenne des droits de l'homme de se prononcer sur l'article 15, en tenant compte par exemple de la nature de la menace, mais aussi de la portée de la dérogation et des garanties fondamentales. Tous ces cas, sur lesquels je ne peux pas me prononcer à l'instant, ne seront pas des cas pour de futures décisions de la Cour. Nous devrons nous y prendre bien et attaquer, disons, cas par cas, et en particulier des cas qui soulèvent des questions de dérogation. Mais de nombreux États ne l'ont pas fait, comme je l'ai dit.
Donc il y aura aussi des cas qui continueront à fonctionner dans le cadre de la convention normale. S'il y a une grande différence, je ne sais pas, et ce n'est pas à moi de le dire. Si nous examinons les droits auxquels ils ont dérogé, nous constatons qu'ils ne le sont pas, que tous les droits ne sont pas absolus. Par exemple, la liberté de se réunir, de se rassembler, et qu'ils peuvent être limités, ou ce droit en tout cas peut être limité à des fins de santé publique et dans l'intérêt de la protection de la santé. Maintenant, pour revenir au sujet pour lequel j'ai cité Carl Schmitt, c'est le souverain qui décide des exceptions. Je dirais que dans les États où il y a la primauté du droit, et où le Conseil de l'Europe est basé sur la primauté du droit et la démocratie, à long terme, ce sont les cours de justice de ces pays qui devront décider en dernier ressort. À cet égard, comme je le disais, et comme le disaient les 3 présidents, sur la base de la proportionnalité et de la prévisibilité. Ce sont là des garanties importantes, et les décisions seront prises ex post facto, en vue de l'avenir, ce qui aura aussi des implications. Je vous remercie bien de votre attention. Merci beaucoup, Madame la juge Seberfort. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Madame Stella Anoukam, juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous en prie, Madame la juge. Merci, Madame la modératrice. Je tiens à souligner l'importance et la qualité de votre travail. Je salue les présidents des cours et mes collègues, les juges. C'est aussi un grand plaisir pour moi de participer à ce dialogue qui est si opportun, si judicieux et pertinent en ce moment. Le thème de l'impact de la Covid-19 sur les droits de l'homme et la perspective des 3 cours des droits de l'homme du monde. Pour introduire le sujet, je voudrais dire, comme nous le savons déjà, que la pandémie de la Covid-19 a causé de nombreuses maladies, de nombreux décès et un énorme désespoir, ce qui affecte et afflige tout le monde et génère de grandes menaces pour la jouissance des droits de l'homme sur la planète entière. La pandémie elle-même et plusieurs mesures prises pour y faire face ont affecté ou ont même sapé la jouissance des droits de l'homme pour des milliards de personnes à travers le monde, en matière de santé, de vie, d'éducation, d'alimentation, de logement, de travail, de liberté de déplacement, de liberté de réunion, et aussi les droits au développement et à la démocratie, et le droit à ne pas subir de discrimination et de violences sexistes, spécialement dans la partie du monde d'où je viens, où l'on constate un nombre croissant de violations et même de viols d'enfants. Je pense que la présidente de la Cour interaméricaine a parlé de la violence sexiste à laquelle nous assistons pour le moment. Que pouvons-nous faire pour lutter contre la pandémie ? La communauté des droits de l'homme doit prendre en compte et avoir comme priorité absolue la protection de ses travailleurs. Comme exemple, à la Cour africaine, nous avons perdu des employés la semaine dernière. Eh bien, notre réceptionniste, Dieu prenne pitié d'elle et protège son âme, est décédée à cause de la pandémie. Nous devons renforcer nos protections sociales et dans nos installations, dans les tribunaux même, c'est extrêmement important. Compte tenu de la pandémie, les gouvernements doivent veiller à ce qu'il n'y ait aucune interférence directe ou indirecte avec le droit à la santé des personnes. Les États qui refusent ou limitent l'accès des personnes aux services de santé, qui commercialisent des médicaments ou des kits peu sûrs, se livrent à des pratiques discriminatoires en ce qui concerne l'état de santé ou les besoins des personnes. Ceux qui aussi ne transmettent pas d'informations ou pratiquent la censure, ou encore les États qui fournissent des informations trompeuses, violent les droits des personnes en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le pacte relatif au DESC exige, entre autres, que tout soit fait pour prévenir, traiter et contrôler l'épidémie, ainsi que les maladies professionnelles et d'autres catégories. Il faut également, j'insiste sur cela, créer les conditions permettant de garantir l'accès à tous les services médicaux
face à la maladie, en utilisant des alertes et des actions de prévention, ainsi que de traitement et de contrôle de la pandémie. L'appel exagéré à la police, comme ça a été fait dans certaines régions d'Afrique, comme le recours à des officiers de police, n'aide pas à résoudre la situation de la Covid-19. Une approche qu'on peut qualifier de punitive à une crise de santé publique est non seulement inutile, mais en plus infondée, injustifiée. Le public doit être informé pour comprendre cette nouvelle normalité. La santé et le droit à la santé collective doivent être protégés pendant la pandémie. Pour cela, il faut établir un équilibre entre les droits individuels et les responsabilités collectives. Quelle est la perspective de la Cour africaine? Qu'avons-nous fait en la matière? Nous avons examiné le nombre de requêtes reçues pendant la pandémie entre mars et juillet de cette année, et nous les avons comparées avec le nombre de requêtes sur la même période de l'année dernière. Et la conclusion, depuis le début, est que ces chiffres ont baissé. Entre mars et juillet 2019, nous avons reçu 14 cas, alors qu'entre mars et juillet de cette année, nous n'en avons reçu que 4 pendant la même période, lors de cette réunion. D'après la comparaison que nous avons faite, les chiffres ne permettent pas d'établir qu'il y a eu une augmentation des demandes à cause de la pandémie de la Covid-19. C'est certainement dû au fait que les cas sont en cours de traitement, des cas potentiels, et que nous allons les recevoir plus tard dans l'année, ou bien que les possibles violations liées à la Covid-19 n'ont pas été considérées comme suffisamment importantes pour justifier un litige devant la Cour africaine. Et ce qui est encore plus probable, c'est que la condition préliminaire d'épuisement des recours internes, des recours judiciaires, certainement plus difficile à remplir, a été utilisée selon l'article 56.5 de la Charte africaine. Lors d'un récent séminaire virtuel, organisé par la Commission internationale des juristes, a été révélé qu'il existe de nombreux cas de violations liées à la Covid-19 devant les tribunaux nationaux, principalement la mise en œuvre de mesures et restrictions ou limitations aux droits consacrés par la Charte africaine. Nous espérons donc que dans un avenir proche, d'autres affaires seront déposées pour des violations présumées liées à la pandémie. C'est en effet l'une de nos conclusions. Nous avons aussi examiné les demandes reçues récemment en rapport avec la Covid-19. Nous avons mené un examen approfondi et avons trouvé 3 demandes provenant de 3 pays. Dans les 3 pays, les requérants n'ont pas fait référence à des violations des droits protégés par la Charte africaine en relation avec la Covid-19, ni à des mesures mises en œuvre par les États afin de lutter contre la pandémie. Mais ils ont plutôt demandé une analyse plus rapide des affaires encore en suspens devant la Cour. Ils affirment que leur santé s'est détériorée pendant leur incarcération et que la Cour devrait accélérer l'examen de leur cas parce que les conditions pourraient s'aggraver en prison en raison de la pandémie. La Cour n'a pas encore statué sur ces requêtes, mais notre statut ne comporte pas de disposition sur l'examen accéléré des requêtes, contrairement à la Cour de la CEDEAO, qui dispose de telles dispositions dans son règlement et dans son protocole. Mais en l'absence de cela, la Cour a, en pratique et de sa propre initiative, utilisé ses pouvoirs discrétionnaires dans la poursuite de la justice pour appliquer une procédure accélérée dans certains cas. Par exemple, elle a décidé d'examiner et de délibérer sur de nouvelles affaires sur la base d'un ordre de priorité qui tient compte de l'urgence, du statut du requérant, de la nature de l'affaire aussi, de l'état d'avancement du processus et du fait que l'affaire soit prête. En tout état de cause, dans une telle pratique, la Cour examine toujours les priorités au cas par cas. Par exemple, afin d'éviter de créer des injustices dans l'examen des requêtes des requérants, la Cour cherche à s'assurer que les éléments présentés
pour prouver qu'il y a eu un rapport avec la pandémie de la Covid-19 et les mesures qui l'affectent, est pertinente, et pour déterminer les circonstances dans lesquelles la décision a été prise. La Cour a également reçu une demande d'avis consultatif sur la pandémie et la crise. L'initiateur de cette demande soutient en particulier que la crise sociale, économique et politique provoquée par la pandémie en Afrique et dans le reste du monde constitue un défi pour la gouvernance démocratique. Non seulement pour elle, mais aussi pour l'état de droit, ainsi que pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples. 22 États membres de l'Union africaine doivent organiser des élections présidentielles ou législatives ou locales en 2020, et parfois plusieurs simultanément. Au moins 11 d'entre eux auront lieu pour le poste de président ou de Premier ministre. Et nous nous demandons bien sûr si ces élections auront lieu malgré la Covid-19. Selon l'initiateur de la demande, si la programmation d'élections nationales relève de la souveraineté des États, la conduite de ces élections relève du droit continental des traités relatifs aux droits de l'homme, dans la mesure où elle concerne le droit de l'homme à une participation effective au gouvernement, et elle concerne aussi les normes de gouvernance démocratique. En réponse à la pandémie, les États membres de l'Union africaine ont pris des mesures pratiques qui limitent les droits et les garanties afin d'assurer le droit à la vie. Ces mesures affectent la jouissance des droits fondamentaux, tels que les déplacements, les réunions, les associations, le droit à l'information, ainsi que le droit des citoyens à participer de manière effective et efficace au gouvernement de leur pays. Principalement, mais même si pas seulement, par le biais d'élections régulières, libres et équitables. Les thèmes que nous analysons concernent aussi la question de la possibilité pour la Cour d'aborder le droit à la participation conformément aux articles correspondants des traités, à la lumière de la crise de la Covid-19. Un autre thème a trait à la possibilité pour la Cour africaine d'interpréter et de dicter aux États membres et aux États parties, dans le domaine du droit des traités, les normes relatives à la conduite des élections pendant la crise ou après qu'ils aient été affectés par celle-ci. L'auteur de la demande a également sollicité qu'après avoir répondu à ces questions, en cas de réponse positive, la Cour africaine se penche sur les points suivants. Quelles sont, le cas échéant, les obligations applicables aux États parties pour assurer une protection effective des citoyens, avec leur participation au gouvernement dans le cadre d'une élection tenue au milieu de la déclaration d'une urgence ou d'une catastrophe sanitaire nationale, pour la santé publique, comme prévu aux articles 1 à 10 de la Charte africaine. Deuxièmement, autre question qui a été soulevée, quelles sont, le cas échéant, les normes juridiques du droit des traités applicables aux États parties qui choisissent d'organiser des élections pendant la pandémie par rapport à ceux qui choisissent de ne pas organiser ces élections. Troisièmement, quels sont, ici aussi le cas échéant, les normes juridiques applicables aux États qui ne peuvent pas, en raison d'urgence sanitaire, organiser des élections qui sont la base du mandat d'un gouvernement démocratique. Ce sont les questions que la Cour africaine va commencer à étudier à la suite de la pandémie, ainsi que les conséquences de ces questions pour les droits de l'homme sur le continent. Je voudrais parler des mesures internes, maintenant qu'elles ont été mises en œuvre en réponse à la pandémie. Le 20 mars 2020, la Cour a suspendu, en vue de protéger à la fois les juges et le personnel de la Cour, sa 56e période ordinaire de session, qui devait se terminer le 27 mars de cette année. Le 4 mai, les juges de la Cour se sont réunis virtuellement pour discuter de l'impact de la pandémie sur le travail de la Cour et des mesures qui sont mises en œuvre pour assurer la continuité du travail de la Cour et la sécurité de ses fonctionnaires.
À l'occasion de la réunion virtuelle du 14 mai, la Cour a décidé de suspendre tous les délais en vigueur entre le 1er mai et le 31 juillet 2020, sauf pour les délais concernant les demandes de mesures provisoires. Le greffe a également publié 4 mémorandums consultatifs, illustrant les mesures proposées pour améliorer la sécurité du personnel. Chaque mémorandum comprend, à cette fin, des mesures supplémentaires. Il s'agit notamment de la distanciation sociale, de l'utilisation de masques faciaux dans les locaux de la Cour et en dehors du bureau, de la rotation des fonctionnaires dans le bureau, pour les fonctionnaires, uniquement le personnel indispensable. C'est-à-dire que si l'un d'entre eux a une responsabilité, il doit savoir quand se rendre au bureau et quand ne pas le faire, afin que tous ne soient pas ensemble au même endroit. De plus, les membres du personnel ont reçu pour instruction de consulter un médecin s'ils se sentent malades et de ne pas quitter le pays ou de ne pas quitter Arusha sans en informer le greffier et ou éventuellement le médecin de la Cour. Le 4e mémorandum stipule qu'à partir du 1er juin, tous les fonctionnaires devront travailler à domicile, à l'exception du président, du greffier adjoint, des chefs de département et du personnel de sécurité et de santé, selon les exigences de leurs fonctions. La Cour a également développé une méthodologie pour l'examen des questions judiciaires, en donnant la priorité à celles considérées comme les plus urgentes. Une méthodologie a aussi été développée pour lui permettre de prononcer des sentences. En outre, nous avons suspendu notre programme de stage pour le moment. La possibilité de présenter les cas a été numérisée et la Cour a tenu sa première session virtuelle, la numéro 57, du 1er au 26 juin. Les jugements ont également été prononcés virtuellement et diffusés en direct sur YouTube. Malgré toutes ces limites, la Cour fonctionne toujours efficacement et a rendu 7 sentences sur YouTube. Quels sont les impacts de ces circonstances sur le statut de la Cour ? La Cour a commencé à analyser de nouveau son règlement avant la pandémie. Mais lors de la 57e session ordinaire, elle a adopté et intégré dans son règlement plusieurs règles en raison de la pandémie. En tenant compte principalement des situations d'urgence et des circonstances particulières, telles que la pandémie de la Covid-19 et toute autre situation qui pourrait survenir à l'avenir. Nous avons fait de même en ce qui concerne nos lignes directrices pour la pratique à la Cour. Ce document a été discuté sous l'angle de la pandémie. Ces instruments de la Cour comprennent maintenant plusieurs dispositions relatives au dépôt électronique de documents, aux sessions virtuelles et aux auditions virtuelles d'ici à l'année 2020 dans ce sens. Nous avons également une nouvelle règle sur la force majeure dans notre règlement 2020. En guise de conclusion, si vous me le permettez, je voudrais mentionner ce qu'a dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de la 43e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, au cours de laquelle il a demandé la mobilisation de l'action en matière de droits de l'homme. Il a dit ceci, je cite, « Nous sommes tous dans le même bateau. La meilleure réponse est une réponse proportionnée face aux menaces immédiates, tout en protégeant les droits de l'homme et l'état de droit. Ce virus nous touche tous, et les droits de l'homme nous protègent et nous élèvent tous. En protégeant les droits de l'homme maintenant, nous développerons des solutions plus efficaces et plus inclusives pour l'urgence d'aujourd'hui et pour le redressement de demain. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la juge Janucam. C'était un plaisir de vous écouter. Je dois maintenant donner la parole au juge Arfin Bartsen de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez la parole. Président, juge, collègues, je vous remercie. Lorsque je me souviens de la réussite de la récente session de Kampala, je suis vraiment très heureux de vous voir tous.
et je suis également reconnaissant de pouvoir participer à cette réunion et d'écouter chacun d'entre vous, ainsi que vos commentaires pertinents et très inspirants. Pour moi, cela montre très clairement l'intérêt pour nous des réunions des cours des droits de l'homme, afin de dialoguer, ainsi que de nous soutenir et nous inspirer mutuellement. Comme l'a dit le président Spano, je vais aborder une question très spécifique, ce que nous appelons la norme 39 du règlement de notre cours. Et pour lui donner un cadre, je vais en citer la partie la plus importante, qui dit ceci. La Chambre, le président de séance ou le juge de permanence, à la demande d'une partie ou d'une autre personne concernée, ou également d'office, peut indiquer aux parties toute mesure provisoire qu'il estime devoir être prise dans l'intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure. Cette norme 39 ne fait pas partie de l'accord lui-même. Elle a plutôt été créée par la Cour et sa fonctionnalité dépend de la bonne foi des États membres. Mais l'expérience a montré que les États sont prêts à accepter les décisions du tribunal en vertu de cette norme 39. Nous devons reconnaître que son succès peut être attribué, principalement, à la compréhension partagée que cette norme ne sera appliquée que dans des circonstances exceptionnelles, en respectant toujours le principe de subsidiarité. En général, la Cour suit des pratiques très strictes au moment d'accepter ou de refuser toute demande. Nous recevons environ 1500 demandes par an et seuls 10% sont acceptés. L'objectif d'une mesure provisoire est de protéger la situation, tandis que la Cour décide sur le bien-fondé du cas. Par exemple, ne pas exécuter une décision d'extrader le requérant lorsqu'il existe un risque que la personne soit traitée de manière inhumaine à son arrivée dans le pays d'origine. Les demandes en vertu de la norme 39 sont généralement tranchées dans un délai de 2 jours par un juge unique. Dans des cas exceptionnels, la Chambre décide, mais seulement dans des affaires très sensibles ou qui soulèvent des questions importantes concernant l'application de la Convention en elle-même ou de la norme 39 elle-même. De toute façon, il est procédé selon ce qui est écrit. Conformément à la pratique établie de la Cour, une demande de mesure provisoire n'est acceptée que si l'affaire concerne l'article 2, qui porte sur la protection de la vie, ou l'article 3, l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Et aussi si le demandeur est confronté à un danger imminent de préjudice irréparable pour sa vie ou sa santé. Nous avons également vu qu'à titre exceptionnel, la norme 39 a été considérée comme applicable également en relation avec l'article 6, c'est-à-dire cet article qui porte sur les garanties d'un procès équitable. Ou bien l'article 8, qui est la protection de la vie familiale et privée, ainsi que du domicile. La Cour a été en mesure de répondre aux demandes de l'article 39 en temps opportun et de manière appropriée, même pendant la période de confinement en raison de la Covid-19. Et ici, je pense qu'il serait important de souligner que le rôle de toute Cour dans ces crises est d'insister sur le fait que la Cour existe toujours, qu'elle continue de fonctionner et est toujours prête à auditer et à contrôler les questions relevant de sa compétence. Et aussi, afin de traiter les questions urgentes en temps opportun. Ce point est essentiel face aux situations. Ça a été une partie très importante des priorités de la Cour, que nous continuions à exister et à écouter ces cas. Notre Cour a reçu environ 220 demandes ou requêtes de mesures de protection, de mesures de précaution aussi, directement liées à la pandémie de Covid-19, en plus des cas habituels. Et ceci, en particulier de la part de personnes emprisonnées ou de réfugiés qui demandent aux États d'adopter des mesures pour les protéger de l'infection et de la contagion, principalement des pays suivants: la Grèce, l'Italie, la France, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Espagne, ainsi que des mesures impliquant, si nécessaire, la détention.
Un principe fondamental de la Cour est que tous les requérants et toutes les requêtes soient examinés individuellement. Toutefois, dans ce cas aussi, il est clair que ces demandes ont généralement été rejetées, sauf dans les cas où le requérant a pu démontrer que elle ou lui est, pour une raison déterminée, particulièrement vulnérable. Il s'agit souvent de personnes qui demandent asile dans des endroits plutôt critiques, ou bien de mineurs non accompagnés, de personnes souffrant de pathologies graves ou de femmes enceintes. La plupart de ces demandes s'appliquent à une situation individuelle, à une seule personne. Mais la Cour a également reçu des demandes d'intervention en vertu de la norme 39, sur des mesures plus générales qui ont trait à la lutte contre la Covid-19. Un exemple à relever serait la fermeture de Madrid, la capitale espagnole, ou aussi les ports d'Italie et de Malte. Et ces demandes sont évaluées au niveau individuel. Mais là aussi, nous constatons une tendance générale. Et c'est que la Cour a rejeté toutes ces demandes d'intervention dans des mesures générales adoptées par les États. Je dirais que la Cour a évité de prendre une part active dans la formulation nationale des politiques de lutte contre la maladie. Voici qui conclut mon discours très brièvement. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, juge Barsen. Et pour clore cette présentation des juges, j'ai le plaisir de passer la parole au juge Paz-Mignot, vice-président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Bonjour. C'est un réel plaisir de partager avec la plupart d'entre vous une nouvelle rencontre. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et pour ne pas perdre trop de temps, je vais me consacrer à expliquer la raison de ma présence à cette table. Je vais évoquer les impacts de la Covid-19 sur les droits de l'homme et certaines perspectives selon lesquelles nous devrions travailler à partir du système intertribunaux pour faire face à cette pandémie. Nous sommes confrontés à une crise mondiale et régionale sans précédent depuis l'émergence de la Covid-19. Si nous pouvons résumer en une phrase ce qui reflète les sentiments répandus sur les réseaux et les médias traditionnels, presque tout le monde s'accorde à dire que rien ne sera plus jamais pareil. Dans l'ère post-pandémique, tout devra changer. Cependant, nous ne pouvons pas vivre dans un monde similaire à celui d'avant. Nous sommes tous convaincus que le prochain sera forcément meilleur. Eh bien, voyons s'il nous est possible de changer à partir de notre environnement immédiat, afin d'exiger que les autres changent aussi. Je dois souligner 4 aspects très spécifiques du contexte dans la région des Amériques qui ne peuvent pas être ignorés lors de l'analyse des droits en général, lors de l'analyse du rôle du système interaméricain et en particulier du droit à la santé qui a été directement touché par cette urgence sanitaire. Il est important de souligner le très grave ralentissement économique et l'impact sur la socialisation de la pauvreté pour les Amériques. Les performances économiques de l'Amérique latine étaient déjà extrêmement faibles lorsque la pandémie a surgi, comme l'indiquent les taux de pauvreté et d'extrême pauvreté depuis 2014, la persistance aussi des inégalités et le mécontentement généralisé. La CEPALC prévoit une contraction de 5,3% en Amérique latine. Il y aura 11,6 millions de nouveaux chômeurs et, écoutez-moi bien, 215 millions de personnes se trouveront sous le seuil de pauvreté. Dans un contexte comme celui-là, la crise aura un impact négatif dans tous les domaines de la vie et affectera tous les droits de manière globale. Santé, éducation, emploi, sécurité sociale, accès aux biens et aux services et d'autres. Les secteurs qui pourraient subir les contractions les plus fortes sont le commerce, les services aux entreprises et les services sociaux qui fournissent 64% de l'emploi formel à eux trois. Cette récession économique a un effet dévastateur sur les femmes. En ce sens, comme nous le verrons plus loin,
affronter cette crise avec des politiques publiques d'austérité orthodoxes peut non seulement aggraver les conditions et la qualité de vie, mais aussi avoir un impact disproportionné sur les droits de l'homme des plus vulnérables. Quel a été l'impact de ce phénomène sur la santé ? Les problèmes structurels de l'Amérique latine sont mis en évidence par le manque historique d'investissement dans le domaine de la santé. En 2018, la CEPALC, toujours, indiquait que l'investissement représentait 2,2% du PIB national dans le secteur de la santé, loin des 6% recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. De leur côté, les systèmes de santé latino-américains ne permettent pas un accès universel, car ils sont pour la plupart fragmentés, ségrégés et présentent de grandes inégalités, en offrant des services de qualité différentes selon le pouvoir d'achat. Un autre facteur extrêmement important est la forte dépendance de notre région à l'égard des importations d'équipements médicaux, de médicaments ou de leurs ingrédients. En termes d'infrastructures, en 2018, seuls 7 pays de la région disposaient d'un nombre de lits d'hôpitaux nettement supérieur pour 1000 personnes. Seuls la Barbade, Cuba, Saint-Christophe et Nevis, la Dominique, l'Argentine, Antigua et Barbuda et la Grenade ont atteint ce taux. Nous ne pouvons pas non plus oublier que dans notre région, les systèmes hospitaliers étaient déjà soumis à une forte pression en raison de la présence de la dengue. En 2019, plus de 3 millions de personnes ont été infectées par cette maladie. C'est le chiffre le plus élevé dans l'histoire de la région. Plus de 1 538 000 personnes sont mortes à cause de la dengue. Le manque de soins de santé sérieux dans la région est inquiétant. Ensuite, il y a la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les moyens de subsistance des gens. Bien que le droit à l'alimentation ait déjà été intégré par la Cour interaméricaine dans l'ensemble des droits justiciables et devrait permettre d'avoir accès direct par la dénonciation de la violation d'un droit autonome, par le biais de l'arrêt de Larga Conrad contre l'Argentine, ce droit ne peut pas être compris isolément. La sécurité alimentaire doit être étroitement liée à tous les autres droits, tels que celui de l'accès à l'eau, des voies d'accès et des conditions et de la qualité de vie. Enfin, pour la région, l'état de la dette extérieure et des obligations financières internationales ne peut pas non plus être écarté de l'analyse. L'Amérique latine est particulièrement sensible en raison de sa vulnérabilité aux perturbations externes, de sa dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs, de son niveau d'endettement élevé et d'un accès limité au financement. Cet ensemble de facteurs la rend extrêmement fragile. Compte tenu de la crise que nous traversons, il y a déjà eu une demande généralisée pour que les créanciers internationaux modifient ou allègent leurs pressions et essaient de chercher au moins des renégociations plus compatibles avec la réalité actuelle. Il y a même des voix qui commencent à réclamer des processus de renégociation et d'annulation des dettes. C'est le contexte, non seulement généré par la pandémie, mais qui était déjà vécu par la région et qui empirera davantage dans les années à venir. Dans le cadre de ce contexte, la Cour interaméricaine doit souligner et mettre en évidence qu'elle a effectué son travail jurisprudentiel en générant des précédents qui constitueront à moyen terme une voie d'accès et un pont, une lumière d'espoir pour les dizaines, les centaines et les milliers de personnes affectées, pour ne pas appeler leur droit à la santé de façon abstraite, mais pour mettre en évidence que, effectivement, la pandémie a démontré de façon frappante comment les systèmes de santé, les soins publics, les équipements étaient et sont, quand ils existent, de mauvaise qualité, ou même utilisés pour favoriser des actes de corruption. Dans ce contexte, la Cour a fourni au système interaméricain de Common Law International 2 arrêts importants que je vais mentionner ici, et qui constituent à la fois une contribution à la jurisprudence internationale
de Common Law International et qui donne aussi des instruments permettant aux citoyens de rendre effectif leur accès à l'utilisation et à la jouissance des droits en général, et particulièrement à celui du droit à la santé. Dans les affaires Cuscul-Pivaral contre Guatemala et Poblete-Vilches contre le Chili, la Cour a établi, tout en reconnaissant le droit à la santé comme un droit autonome, justiciable et directement exigé, quelles devaient être les normes minimales à respecter pour que les citoyens puissent avoir accès à une action en justice s'ils n'en bénéficient pas. Quelles étaient ces normes? Les normes de qualité, d'accessibilité, de disponibilité et d'acceptabilité ont été établies. En ce qui concerne la qualité, il a été rappelé que l'infrastructure doit être adéquate et suffisante pour répondre aux besoins fondamentaux et urgents de la population. Cela inclut tout type d'outils ou d'assistance vitale, des ressources humaines qualifiées, etc. Sur le plan de l'accessibilité, les installations, les biens et les services de santé d'urgence doivent être accessibles à tous. En termes de disponibilité, il doit y avoir un nombre suffisant d'installations, de biens et de services de santé publique, ainsi que des programmes de santé complets. Enfin, au niveau de l'acceptabilité, les établissements et services de santé doivent respecter l'éthique médicale et des critères culturellement appropriés, y compris une perspective de genre nécessaire, ainsi que le respect des conditions du cycle de vie des patients. Dans l'affaire Poblete-Vilches contre Chili, la Cour interaméricaine a établi certains éléments pour préciser les obligations de l'État à l'égard des adultes. La Cour a souligné avec insistance que la discrimination fondée sur l'âge est interdite lorsqu'il s'agit de personnes âgées. En ce qui concerne les mécanismes de contrôle de l'État et de surveillance des établissements de santé publics et privés, la Cour a établi que l'attribution de la responsabilité peut résulter du non-respect du devoir de surveillance de la prestation du service, afin de protéger le bien respectif. Il a été dit que tout soin médical fourni dans des institutions n'ayant pas l'autorisation nécessaire, ni l'infrastructure ou l'hygiène adaptée à la prestation de soins médicaux, ou par des professionnels qui n'ont pas les qualifications appropriées, pourrait avoir un impact significatif sur les droits à la vie et à l'intégrité du patient. Ainsi, a été établi que l'obligation de surveillance et de contrôle doit être constamment actualisée par l'État, aussi bien pour les acteurs publics que pour les privés. Dans cet arrêt, il était pertinent, et cela a un rapport direct et important avec ce que nous avons vu au cours de la pandémie, de relever que la violation grave et imminente du droit à la santé par le manque de fourniture de traitements intensifs requis dans les unités de soins intensifs, USI, par le manque de disponibilité de lits, par le manque d'assistance, le manque de respirateurs mécaniques, ainsi que l'omission de référer le patient à d'autres centres médicaux alternatifs, s'inscrivait dans le cadre des manquements. C'est la contribution de la Cour à la région et au système juridique interaméricain et mondial, afin que les personnes et les citoyens puissent utiliser ces instruments. Comme l'a souligné la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, la bataille contre cette pandémie ne peut être gagnée si les gouvernements refusent de reconnaître les inégalités flagrantes que le virus met en évidence. Du point de vue des droits de l'homme, nous devons donc réaffirmer que le principe de non-discrimination comporte une obligation positive. Créer des situations de réelle égalité vis-à-vis de groupes historiquement exclus ou qui risquent davantage d'être discriminés. En conclusion, je dois souligner que c'est une condition transversale pour les États de garantir l'égalité de traitement à toutes les personnes et d'adopter des mesures positives à l'égard de celles qui sont en situation de vulnérabilité ou de risque. Dans le contexte de cette pandémie, cela comprend, d'une part,
les vulnérabilités qui sont généralement déjà connues sous le nom de morbidité Covid. Surpoids, diabète, âge. D'autre part, il est nécessaire de protéger les groupes qui ont été historiquement discriminés, tels que les personnes à faible revenu, les sans domicile fixe, les personnes privées de liberté, les personnes âgées, les femmes, les autochtones, les groupes LGBTIQ, entre autres. Nous ne pouvons que souligner que dans la région, bien sûr, l'un des groupes les plus vulnérables est celui des migrants. Dans cette affaire, notre présidente, Elisabeth Odio, a adopté le 26 mai 2020 des mesures urgentes. Un important mécanisme sui generis dans l'affaire Vélez Lor contre Panama, afin de protéger la vie des personnes détenues dans 2 centres de détention pour immigrés. Précisément, après cette conférence, nous aurons une audition publique virtuelle, au cours de laquelle l'État nous informera des réponses d'action de l'État du Panama à une mesure urgente dictée par la présidence de la Cour. Une crise sans précédent exige des réponses sans précédent. Nous avons été témoins, par le biais des médias traditionnels et des réseaux sociaux, d'images que nous avions seulement vues dans des documentaires ou dans des films sur les guerres mondiales ou les conflits locaux. Des centaines, voire des milliers de morts dans les rues et les places locales. Des objets usuels, des tombes et des croix, et des gens qui réclament à grands cris des soins médicaux, de l'oxygène, des médicaments. En bref, ils exigent attention et protection. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas oublier ces images terribles, car elles nous appellent à repenser. Elles nous obligent à nous réinventer et à faire preuve d'une grande imagination. En tant qu'organisme de protection internationale, nous nous trouvons à un moment opportun du dialogue intertribunaux pour partager les réussites et les défis de la mise à jour et de la révision de nos moyens d'interprétation de l'herméneutique ontologique, afin de faire face aux graves défis présentés par l'urgence sanitaire de la Covid, pour contribuer de manière substantielle à une approche expansive, évolutive, garante et congruente des droits des personnes et de la nature. C'est un moment sans aucun doute très propice pour revoir et optimiser les règles et les procédures d'attention et de résolution des cas, afin que les réponses que nous offrons depuis les forums judiciaires de protection garantissent un accès direct et efficace aux victimes, afin de protéger et de contribuer via des sentences et des jugements opportuns, en déclarant ce qui est violateur et ce qui constitue un crime international, en organisant leur réparation intégrale, la non-répétition et en empêchant l'impunité des auteurs par action ou par omission. À l'heure actuelle, elle ne s'arrête pas après 5 ans, cette impunité. Elle s'arrête après 10 ou 15 ans. Nous devons toujours agir en faveur de l'être humain et de la nature en tant que centre d'attention du jus common des droits de l'homme. J'en terminerai par là et vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le juge Pazmiño. Ceci conclut les présentations des juges et, si vous le permettez, je vais prendre 10 minutes pour résumer les points saillants des présentations. Le dialogue entre le cours a commencé en se référant à la manière dont les droits de l'homme sont issus d'une crise. La présidente Odio Benito a rappelé comment, après la Seconde Guerre mondiale, les droits de l'homme sont apparus comme une lumière d'espoir dans les générations actuelles et futures. La crise a également été soulignée par le juge Seberfort. Il a été question de la crise de santé publique. Et le président Auré a également déclaré qu'il s'agit d'une crise qui menace le bien-être des nations. Et comme l'a dit le juge Pazmiño, les crises ont des impacts différents selon l'endroit où elles se situent, où elles frappent. Ici, la principale question et préoccupation des gouvernements et des cours dans ce dialogue est de savoir comment améliorer, renforcer le droit, la santé, tout en respectant tous les autres droits
de l'homme dont nous disposons. Nous devons tenir compte des dispositions des conventions qui ont trait à la dérogation au traité sur les droits de l'homme en cas d'urgence, ce qui a été le cas dans la plupart des États d'Amérique latine, conformément à l'article 27 de la Convention américaine et, comme l'a dit la juge Seberfort, seuls 10 des 27 États membres du Conseil de l'Europe ont décidé de le faire, et pas tous les pays africains non plus. Le système africain ne prévoit pas de dérogation, mais il a évoqué les 4 principes présentés par le président Spano. Premièrement, la proportionnalité entre l'intérêt public et l'autonomie de l'individu. Deuxièmement, la légalité de l'état de droit, de sorte que les mesures prises par le gouvernement doivent être accessibles et prévisibles et ne pas donner trop de pouvoir discrétionnaire à l'exécutif au sein du gouvernement. Et numéro 4, que les lois d'urgence doivent être adaptées aux exigences de la situation. Compte tenu de ce contexte économique, social, culturel et environnemental, nous constatons que les droits correspondants ont été mis sous pression en raison de la nouvelle perspective offerte par la nouvelle pandémie. En outre, la coopération internationale exerce une pression pour surmonter cette situation et l'approche multilatérale. Je crois que ce dialogue démontre clairement l'importance des droits de l'homme au niveau international dans notre vie de simples citoyens et combien il est important que les 3 cours de droits de l'homme partagent leurs efforts et qu'en fin de compte, leur approche soit toute partagée. Les 3 cours ont parlé de la nécessité d'une protection spéciale pour les groupes particulièrement touchés, tels que les femmes, les LGBT+, les personnes privées de liberté. Et sur les 3 continents, on peut dire qu'il y a eu au moins une augmentation de la violence sexiste et de la maltraitance des enfants. Je dois également dire qu'il est important que les femmes participent à la prise de décision. Et parfois, les choses ne vont pas bien parce que nous ne participons pas à la prise de décision. Je pense que la façon dont les 3 cours se sont réunis pour cet événement est rassurante, dans le sens où il y a eu beaucoup de progrès dans le domaine des droits de l'homme et où nous nous en sortons bien du point de vue des droits de l'homme et de la position forte dans laquelle la pandémie nous trouve. Mais bien sûr, c'est un travail en cours et nous ne pouvons pas baisser la garde. Je tiens à remercier les 3 cours pour la confiance qu'elles m'ont témoignée en me permettant d'animer cette réunion, ce colloque, qui a été un privilège. Et je tiens également à dire que les présentations de cet événement seront publiées en anglais, en français et en espagnol afin que chacun ait la possibilité de le voir dans la langue de son choix. Merci beaucoup aux participants, aux 3 présidents, aux 4 juges qui sont avec nous aujourd'hui. Je vous remercie tous beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup et à la prochaine fois.